le fonds cramoisi, l'architecte et le magnat vulnérable. Appel à l'action initiale. Bienvenue, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires de vengeance les plus épiques. Aimez cette vidéo si vous pensez que la stratégie est plus forte que le scandale. Et laissez-nous un commentaire avec votre première impression sur ce début choquant. L'éclat aveuglant de milliers d'appareils photo illumina le baiser le plus scandaleux de la décennie. Là, sur le tapis cramoisi du grand gala du Cercle Royal à Madrid, se trouvait Ricardo Montesinos, un magnat de l'industrie pesant des milliards, les lèvres scellées à celles d'une actrice ayant la moitié de son âge. Les médias du monde entier retinrent leur souffle, capturant cette trahison effrontée en haute définition. Ce n'était pas seulement une aventure, c'était une déclaration de guerre publique contre son mariage. Mais la véritable histoire n'était pas l'infidélité choquante du multimilliardaire. C'était ce qui se passa 60 secondes plus tard. Alors que des murmures de stupéfaction parcoururent la foule, une unique Rolls-Royce Phantom s'arrêta. La portière s'ouvrit et la véritable Madame Montesinos émergea. Et elle ne pleurait pas. Elle était devenue encaissée. L'ambiance feutrée du penthouse du quartier de Salamanca était toujours la même. Raréfiée, froide et portant un léger parfum de fleurs d'oranger et d'argent aseptisé. C'était une atmosphère que Valeria Santander avait soignée, tout comme elle avait soigné chaque autre aspect de leur vie. De la toile de Joaquín Sorolla, accrochée face à un audacieux Miquel Barceló, une combinaison délibérément provocatrice qu'elle avait choisie pour inquiéter les investisseurs les plus rigides, jusqu'à la température précise du vin dans la cave. Tout était un témoignage de son contrôle méticuleux. Tout, semblait-il, sauf son mari. Ricardo Montesinos se déplaçait dans leur espace partagé comme un roi conquérant, inspectant un territoire qui l'ennuyait depuis longtemps. C'était un homme construit par les gros titres et les rachats par effet de levier. Son charisme était une arme qu'il brandissait avec une cruauté désinvolte. Ce soir, il était une tempête d'eau de Cologne coûteuse et d'énergie inquiète, enfilant une veste de smoking Tom Ford qui coûtait plus cher que la voiture d'une personne moyenne. « Tu n'es pas prête ?» demanda-t-il sans la regarder. Ses yeux étaient fixés sur son reflet dans la baie vitrée, qui encadrait un Madrid resplendissant et soumis. Valeria était assise à sa coiffeuse, un point de calme dans son tourbillon. Elle portait un simple peignoir en soie, lui tournant le dos. Son propre reflet montrait une femme d'une sérénité inquiétante, aux traits affûtés et intelligents, les yeux de la couleur d'une mer orageuse. Pendant 15 ans, elle avait été l'architecte silencieuse de son empire. Il était le visage, la voix tonitruante lors des appels de résultats, le négociateur impitoyable que les journaux adoraient appeler le vautour. Mais elle était la stratège, celle qui voyait l'échiquier d'en haut, celle qui comprenait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les déclarations bruyantes, mais dans les mouvements calmes et invisibles. « L'invitation disait 20 heures, » répliqua-t-elle, sa voix calme et uniforme. Elle saisit une boucle d'oreille en diamant, une énorme pierre taille poire de quartier, un cadeau de leur 10e anniversaire, une offrande de culpabilité. Elle l'avait su à ce moment-là, pour une aventure qu'il pensait qu'elle ne découvrirait jamais. Elle les avait toutes découvertes. Je prends de l'avance. Je dois saluer les membres du conseil d'administration pour l'acquisition de la filiale de Barcelone, dit-il en ajustant son nœud papillon. C'était un mensonge, et grossier. L'accord de Barcelone avait été conclu la semaine précédente, et les membres du conseil étaient déjà rentrés chez eux. Il allait retrouver Carla Rivas, un nom aussi fabriqué que son talent.
Valeria avait le dossier complet sur le bureau de son cabinet privé. Née Carmen Rojas dans un village oublié d'Estrémadure, elle était arrivée dans la capitale avec des rêves plus grands que son portefeuille d'investissement. Elle était désormais la dernière et la plus publique des indulgences de Ricardo. « Bien sûr, » dit Valeria, sans que sa voix ne trahisse quoi que ce soit. « Ne laisse pas cela te retarder. » Il s'arrêta à la porte. Une lueur de quelque chose, de l'agacement, de la surprise, traversa son visage. Il s'était attendu à une dispute, ou à des larmes, ou, au moins, à une question blessante. L'absence de cela sembla le déconcerter plus que n'importe quelle accusation. Pendant un instant, il regarda la femme à la coiffeuse, cette étrangère belle et placide qu'il avait épousée, et ressentit une pointe d'inquiétude. Il avait toujours confondu son silence avec de la soumission. Ce fut une erreur de calcul fatale. « La voiture reviendra te chercher dans 30 minutes, » affirma-t-il d'un ton coupant, réaffirmant son contrôle. « Essaie d'avoir l'air heureuse, Valeria. C'est une grande soirée pour la Fondation Montesinos. » La porte se referma avec un clic, laissant un silence profond dans son sillage. Valeria fixa son reflet pendant 1 minute entière. Lentement, elle replaça la boucle d'oreille en diamant dans sa boîte en velours. C'était la relique d'un passé qu'elle s'apprêtait à incinérer. Elle tendit la main pour prendre une autre parure. Des émeraudes, vertes comme le poison, vertes comme l'argent, vertes comme l'envie qu'elle s'apprêtait à inspirer. Son téléphone vibra sur le marbre de la coiffeuse. Un unique message texte de son détective privé. Un homme nommé Arturo Solis, un fantôme discret qui se mouvait dans les bas-fonds de la ville. Il l'a récupéré. Ils sont à 10 minutes du cercle. Es-tu sûr de ça, Vi? Les doigts de Valeria dansèrent sur l'écran. Sa réponse rapide et dénuée d'émotion. Le conseil est déjà prêt. Les procurations signées. Son arrogance est le détonateur Arturo, qui l'appuie sur la gâchette. Elle se leva, le peignoir de soie s'affaissant à ses pieds. Ce qui l'attendait n'était pas une robe, mais une armure. Une robe Schiaparelli faite sur mesure dans un cramoisi choquant et viscéral. C'était la couleur du sang, la couleur du pouvoir, la couleur d'un avertissement. Ce soir n'était pas un gala de charité pour la Fondation Montesinos. C'était un couronnement. Son couronnement. Et Ricardo venait juste d'envoyer les invitations. Elle avait été patiente pendant des années, rassemblant des fils, documentant des indiscrétions, créant des sociétés écrans et déplaçant des actifs avec la précision silencieuse d'une maître tisserande. Elle n'avait pas seulement construit un filet de sécurité pour elle-même. Elle avait tissé une cage pour lui, dorée par sa propre avidité et doublée de ses trahisons. Il pensait marcher vers un tapis rouge. En réalité, il marchait vers un champ de bataille qu'elle avait conçu. Et il venait d'allumer le bûcher de sa propre immolation. Le tapis cramoisi du grand gala du Cercle Royal était un fleuve de flash et de sourires artificiels. C'était le sommet de la société madrilène, un lieu où le pouvoir et la célébrité se mélangeaient sous le regard implacable des médias. Les reporters de Vogue, Vanity Fair et des principales chaînes d'information flanquaient les cordons de velours, leurs objectifs semblables aux yeux affamés des loups, cherchant une histoire, un scandale, un seul moment d'imperfection. Ce soir, ils allaient se régaler. La Bentley Mulsanne de Ricardo Montesinos arriva avec l'arrogance discrète qui seyait à son statut. La foule s'agita, les appareils photos crépitèrent, les journalistes criant son nom. Il sortit le premier, une vision de puissance sur mesure, mais ce fut la femme qui le suivit, qui provoqua la première vague de stupeur. Ce n'était pas Valeria. Carla Rivas était moulée dans une robe argentée
qui laissait peu de place à l'imagination. Elle était indéniablement belle, de la beauté affamée et tranchante d'une femme qui savait que c'était sa seule monnaie d'échange. Elle s'accrocha au bras de Ricardo, son sourire mélangeant triomphe et terreur. Elle jouait un jeu dangereux, et pour la première fois, elle le jouait sur la scène mondiale. Ils posèrent. Ricardo, suffisant et possessif, sa main dangereusement basse sur son dos. Carla se pavanant, penchant la tête d'une certaine manière, une star de cinéma dans son propre grand drame. Les questions fusèrent comme des tirs de mitraillette. « Monsieur Montesinos, une déclaration audacieuse ce soir. Carla, êtes-vous le nouveau visage de la Fondation? Où est Madame Montesinos? » Ricardo sourit simplement. Un sourire de prédateur. Il appréciait cela, l'audace pure. Il était Ricardo Montesinos. Les règles qui gouvernaient les hommes inférieurs, les règles de décorum, de fidélité, de simple décence, ne s'appliquaient pas à lui. Il était sur le point de le prouver. Il se pencha vers Carla, sa voix un murmure bas destiné à elle seule, mais observé par des millions. Ils veulent un spectacle? Donnons-leur en un. Et c'est ce qu'il fit. Il l'inclina, une parodie de vieille romance hollywoodienne, et l'embrassa. Ce ne fut pas un simple baiser sur la joue. Ce fut un baiser profond, passionné, délibérément provocateur, juste là, sous l'éclat brûlant des caméras. Pendant un instant, il y eut un silence stupéfait. Le clic frénétique des appareils photo fut le seul son. Puis, un halètement collectif et audible parcourut le corps de presse et les mondains réunis. Cela allait au-delà d'une simple aventure. C'était l'exécution publique d'un mariage. C'était une déclaration affirmant que Valeria Santander, la femme élégante et énigmatique qui avait été à ses côtés pendant 15 ans, avait été officiellement remplacée, jetée, humiliée à l'échelle mondiale. Carla reprit son souffle, les yeux écarquillés, les joues rouges. C'était le moment dont elle avait rêvé. Elle avait gagné. Elle n'était plus un secret, une maîtresse cachée dans une suite. Elle était ici, au bras d'un multimilliardaire, embrassée sur le tapis rouge le plus exclusif du monde. Elle ressentit une vague de victoire si puissante qu'elle en était vertigineuse. Elle confondit les flashs avec la lumière des étoiles, l'agitation des journalistes avec de l'admiration. Ricardo ajusta sa veste, un sourire suffisant dessiné sur ses lèvres. Il regarda directement dans l'objectif d'une caméra de télévision proche, comme s'il envoyait un message directement à sa femme, où qu'elle soit, probablement en train de pleurer dans son penthouse caverneux. « C'est mon monde, mes règles », disaient ses yeux. « Plus de questions », annonça-t-il, sa voix résonnant avec autorité. Il commença à guider Carla vers les grands escaliers du musée, laissant une tempête de feu dans son sillage. Les ragots se répandaient déjà comme une traînée de poudre, les téléphones s'illuminant dans toute la ville, dans tout le monde entier. Le roi avait publiquement couronné sa nouvelle reine, mais l'histoire n'était pas terminée. En fait, elle avait à peine commencé. Lorsque Ricardo et Carla atteignirent le haut des escaliers, une nouvelle agitation commença sur le trottoir. C'était un autre type de remous, pas la frénésie fiévreuse d'un scandale, mais une vague de stupeur silencieuse et irrévérencieuse. Une Rolls-Royce Phantom noire, encore plus imposante que la Bentley de Ricardo, s'était glissée jusqu'à l'arrêt en silence. La plaque d'immatriculation était simple. BS 1. Valeria Santander 1. Un unique portier, comme s'il saluait la royauté, se précipita pour ouvrir la portière arrière. Pendant un instant, il ne se passa rien. L'anticipation était électrique.
Les journalistes, sentant un deuxième acte, détournèrent leur caméra de Ricardo vers la voiture. Puis, une seule jambe émergea, chaussée d'un stylet en soie cramoisée. Elle fut suivie par le reste de sa personne. Valeria Santander. Quand Valeria Santander sortit de la Rolls-Royce, le monde sembla ralentir sur son axe. La symphonie chaotique du tapis rouge, les cris, les lumières clignotantes, la lutte désespérée pour une histoire. Tout s'éteignit pour devenir un silence stupéfait et révérencieux. Elle ne ressemblait pas à une femme qui venait d'être humiliée publiquement. Elle ressemblait à une femme venue brûler un empire jusqu'aux fondations et danser parmi ses cendres. Sa robe était un chef-d'œuvre de défi. Le cramoisi Schiaparelli était si vif qu'il semblait saigner sur le tapis rouge lui-même, une extension parfaite de son pouvoir. La coupe était architecturale, sévère, avec des épaules pointues qui évoquaient une armure de bataille et un décolleté qui plongeait avec une confiance effrontée. Autour de son cou, pas de délicat collier de perles, mais un impressionnant collier d'émeraudes et de diamants noirs de Bulgarie de la collection Serpenti, un serpent enroulé autour de sa gorge, sa tête reposant près de son cœur. C'était une déclaration. Elle n'était pas la victime. Elle était la vipère. Son visage était serein, son expression un masque de calme froid et impénétrable. Ses cheveux étaient tirés en arrière, en un chignon sévère, soulignant les lignes nettes et intelligentes de son visage. Aucune trace de larmes, aucune rougeur dans ses yeux. Son regard parcourut le corps de presse hébété, non pas avec peur ou honte, mais avec une autorité presque compatissante. C'était le regard d'une reine inspectant une foule de bouffons de la cour. Elle ne se précipita pas. Elle ne vacilla pas. Elle commença un mouvement délibéré et imprégné d'une grâce qui était presque terrifiante dans sa maîtrise. Les caméras, qui avaient été des mitraillettes quelques instants plus tôt, étaient maintenant comme les plans lents d'un chef-d'œuvre cinématographique. Elles n'essayaient plus de capter un scandale. Elles essayaient de capturer une icône. En haut des escaliers, Ricardo s'était arrêté, figé. Il se retourna, son visage un masque d'incrédulité. Il s'était attendu à ce qu'elle reste à la maison, qu'elle s'effondre, qu'elle l'appelle en hurlant. Il ne s'était pas attendu à cela, à ce magnifique défi public. À ses côtés, le sourire triomphant de Carla s'était évaporé, remplacé par un regard de panique totale. La robe argentée qui avait semblé si glamour paraissait maintenant bon marché et désespérée à côté de l'armure cramoisie de Valeria. La star de cinéma ressemblait soudain à ce qu'elle était, une remplaçante, une imitation bon marché qui avait été surprise en train de jouer à se déguiser dans le château de la reine. Valeria atteignit le milieu du tapis et s'arrêta. Elle se tourna, non pas vers son mari, mais vers la caméra la plus importante, celle qui diffusait en direct à des millions de personnes. L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres. Ce n'était pas chaleureux, c'était une promesse, une menace. En cet instant unique et silencieux, elle commanda tout le récit. L'histoire n'était plus « un milliardaire trompe sa femme ». Maintenant, c'était « Valeria Santander est arrivée ». Elle reprit son chemin. À mesure qu'elle approchait des escaliers, les journalistes retrouvèrent leur voix, mais les questions étaient différentes désormais. « Madame Montesinos, vous êtes éblouissante. Valeria, que portez-vous? » Une déclaration incroyable ce soir, Madame Montesinos. Elle les ignora tous, les yeux fixés sur un point juste au-dessus de la tête de Ricardo. Elle monta les marches, chaque pas un coup de marteau contre les fondations de son monde. Lorsqu'elle atteignit le palier,
Elle fut finalement face à face avec son mari et sa maîtresse. L'air crépita. Les trois restèrent là, un tableau de trahison et de rétribution pendant ce qui sembla être une éternité. Le visage de Ricardo était un mélange de fureur et de confusion. Ce n'était pas son scénario. Elle avait déchiré les pages et réécrit la pièce avec elle-même comme protagoniste. Carla, complètement hors de son élément, tenta d'affirmer sa position en serrant plus fort le bras de Ricardo. C'était un geste pathétique de possession qui ne faisait que souligner son insécurité. Le regard de Valeria tomba enfin sur eux. Elle regarda d'abord Carla. Ses yeux parcoururent la jeune femme de la tête aux pieds, avec une expression de profonde indifférence, comme si elle observait un meuble livré à la mauvaise adresse. Elle n'offrit ni colère ni jalousie, juste un mépris si complet qu'il était plus insultant que n'importe quelle insulte. Puis, elle regarda son mari. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne fit pas de scène. Elle se pencha simplement tout près. Sa voix un murmure soyeux que lui seul pouvait entendre, bien que le monde observât, essayant de déchiffrer son sens. « Profite de ta soirée, Ricardo, » murmura-t-elle, son souffle froid contre son oreille. « C'est la dernière que tu auras en tant que l'homme que tu crois être. » Sans attendre de réponse, elle se redressa. Elle fit un léger signe de tête, presque imperceptible, au directeur du musée qui attendait à la porte, et passa devant eux pour entrer au gala. Elle ne regarda pas en arrière. Elle laissa Ricardo Montesinos debout sur les marches, sa maîtresse au bras, ressemblant soudainement non pas à un roi avec son trophée, mais à un imbécile qui venait d'être mis échec et mat devant le monde entier. Les journalistes haletèrent, non plus pour le baiser, mais pour la puissance pure et inaltérée de la femme qui venait de s'approprier tout l'événement. L'intérieur du cercle royal s'était transformé en une forêt resplendissante de cristal et de lumière stellaire. L'air vibrait des conversations du 1% mondial, un murmure d'argent et de pouvoir sur fond de musique d'un quatuor à cordes. Mais ce soir, il n'y avait qu'un seul sujet de conversation. Le drame qui s'était déroulé sur les marches extérieures les avait suivis, s'accrochant à l'atmosphère comme le parfum coûteux au poignet des invités. Valeria se déplaça à travers le gala, non pas comme une paria, mais comme un général conquérant. Les têtes tournaient sur son passage. Les conversations s'interrompaient. Les murmures initiaux de pitié pour la pauvre épouse trompée avaient été complètement réduits au silence par son arrivée. Ils furent remplacés par des chuchotements d'admiration, de peur, d'intenses spéculations. Une femme capable d'affronter ce niveau de trahison publique avec une telle composture royale n'était pas une femme avec laquelle on devait jouer. Ricardo et Carla entrèrent quelques instants plus tard, l'ambiance changeant autour d'eux comme de la limaille de fer vers un aimant. Ricardo, habitué à être le centre de l'attention admirative, se retrouva sujet à des regards furtifs et critiques. Ses alliés dans l'industrie, des hommes qui se seraient normalement précipités pour lui serrer la main, trouvèrent soudain leur coupe de champagne fascinante. Les femmes, les épouses de ses pairs, regardèrent Carla avec un mépris dissimulé avant de se tourner pour donner à Valeria de subtils hochements de tête d'approbation. Dans le calcul social tacite de ce monde, Ricardo avait commis une erreur fatale. Il avait été vulgaire. Sa transgression n'était pas l'aventure en elle-même. Celle-ci était suffisamment courante pour être ennuyeuse, mais la nature grossière et publique de celle-ci. Il avait créé un spectacle, et ce faisant, il avait fait preuve d'un profond manque de classe. Valeria, pendant ce temps, jouait les hôtesses. Elle se dirigea vers un groupe des figures les plus puissantes de la ville.
Héctor Cisneros, le président aux cheveux gris d'une banque d'investissement rivale. Doña Elena de la Vega, l'ancienne matriarche d'une dynastie de la mode et principale bienfaitrice du gala. Et le juge Figueroa, un juge fédéral dont l'influence se faisait sentir du monde de la finance jusqu'au gouvernement. « Valeria, ma chère, » dit Doña Elena, sa voix comme du gravier et des diamants, prenant les mains de Valeria entre les siennes. Schiaparelli, un choix pour une femme qui a quelque chose à dire sans parler. Valeria sourit chaleureusement, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. Je pensais que ce soir nécessitait un peu de couleur, Elena. Héctor Cisneros, un homme qui avait été le rival en affaires de Ricardo pendant 2 décennies, leva un sourcil sceptique. Montesinos se donne en spectacle. Tu vas bien, Valeria? Moment d'interaction. Que pensez-vous que Valeria devrait répondre pour transformer le scandale en stratégie d'affaires? A. Pleurer et blâmer la maîtresse. B. Minimiser cela comme un faux pas de Ricardo. C. Le présenter comme une divergence d'affaires. C'était le moment. L'épreuve. Sa réponse établirait le ton pour le reste de sa vie. Elle prit une gorgée de champagne, ses yeux brillants au-dessus du bord de la coupe en cristal. « Ricardo a toujours eu un don pour le drame, » dit-elle, son ton léger, presque amusé. « Il lance une nouvelle entreprise. J'ai senti qu'il valait mieux qu'il gère sa propre publicité pour elle. » Elle fit une pause, laissant l'implication flotter dans l'air. Ce n'était pas un effondrement matrimonial. C'était une divergence d'affaires. En le présentant de cette manière, elle n'était pas l'épouse dépitée. Elle était une PDG annonçant une scission. La nuance n'échappa à personne. Les yeux de Cisneros s'aiguisèrent d'intérêt. C'était le langage qu'il comprenait. Pas l'émotion, mais la stratégie. Pendant ce temps, Ricardo essayait de reprendre le contrôle. Il traîna Carla vers un groupe de membres de son conseil d'administration, un sourire forcé collé sur son visage. « Messieurs, une soirée merveilleuse. » Les hommes, la plupart soixantenaires, regardèrent Ricardo, puis la star de cinéma à moitié vêtue à son bras, et enfin de l'autre côté de la salle vers la vision d'élégance qu'était sa femme, qui riait maintenant avec un juge fédéral. Ils échangèrent des regards mal à l'aise. « Ricardo, » dit l'un d'eux, un conservateur nommé Roberto Milan. « Quelle entrée! »« J'avais besoin de secouer les choses, » fanfaronna Ricardo en lui donnant une tape dans le dos. Mais la bravade sonna creux. Il perdait la salle, et il le savait. Carla, sentant le froid, se recroquevilla. La fantaisie se transformait en cauchemar. Elle avait imaginé être accueillie dans ce monde, louée et admirée. Au lieu de cela, on la regardait comme une espèce envahissante. L'esprit de Valeria était un tourbillon de calculs, mais en surface, elle était l'épitome de la grâce. Elle se souvint d'une nuit, 6 mois plus tôt, qui avait scellé le destin de Ricardo. Elle était rentrée tôt d'une réunion du conseil de bienfaisance, le bourdonnement silencieux de l'ascenseur privé s'ouvrant directement dans son penthouse. Elle les avait entendus. Des rires depuis la chambre principale. Sa chambre. Le rire strident et théâtral de Carla, et le rire plus profond et indulgent de Ricardo. Elle n'avait pas fait irruption. Elle s'était retirée aussi silencieusement qu'elle était arrivée, avait redescendu l'ascenseur et marché pendant des heures dans le parc du Retiro à la tombée de la nuit. La douleur fut une chose froide et aiguë, mais elle fut rapidement surmontée par une clarté cristalline. Le mariage n'était pas un partenariat à sauver. C'était une entité hostile dont elle devait s'extraire, elle et ses actifs. Pendant des années, elle avait canalisé sa brillance vers son entreprise. Ses stratégies leur avaient fait gagner des milliards.
Son nom n'était pas sur la porte du groupe Montesinos, mais ses empreintes digitales étaient sur chaque plan réussi. Cette nuit-là, elle avait appelé Genoveva Duran, une avocate spécialisée en divorce connue moins pour ses théâtralités au tribunal que pour sa réputation de tueuse corporative en haute couture. Leur première réunion ne porta pas sur la pension alimentaire ou la division des biens. Elle porta sur une acquisition hostile. L'accord prénuptial est en béton. Ricardo s'en vante, avait averti Genoveva avec son accent parisien saccadé, assise face à Valeria dans un discret bureau d'avocat avec vue sur le parc. Lisez la clause 12, sous-section B, avait répliqué Valeria avec calme. La clause de dommage réputationnel. Je l'ai fait rédiger. Elle stipule que tout acte de dégradation ou d'humiliation publique impactant négativement la valeur des actions du groupe Montesinos annule les plafonds financiers. Les sourcils parfaitement sculptés de Genoveva s'étaient levés. Et comment prouveriez-vous un lien direct entre l'humiliation publique et la valeur des actions? En m'assurant qu'elles se produisent en même temps, avait dit Valeria. Ricardo est arrogant. Il croit être intouchable. Il est sur le point de commettre une erreur très grande et très publique. Et quand il le fera, nous serons prêtes à le brûler jusqu'aux fondations. Maintenant, debout dans le grand salon du musée, entouré des puissants, Valeria sentit les derniers vestiges de l'épouse blessée s'évanouir, remplacés entièrement par la certitude froide et excitante de la PDG. La fête n'était pas la fin du jeu. C'était un mouvement de relations publiques, un mouvement brillant. Elle établissait son récit, se présentant comme la gagnante, avant même que la bataille n'ait officiellement commencé. Ricardo pensait jouer aux dames. Elle jouait aux échecs multidimensionnels depuis des années, et sa reine était sur le point de prendre son roi. Alors que le gala continuait sa farce de civilité, un drame différent se déroulait dans les canyons silencieux et illuminés du district financier. C'était le véritable champ de bataille de Valeria, un royaume d'algorithmes et de cotations boursières, où les fortunes se gagnaient et se perdaient en nanosecondes, précisément à 21h47, juste au moment où le premier plat était servi au gala. Une alerte clignota sur le bureau de tous les principaux journalistes financiers du pays. C'était un dépôt réglementaire, envoyé à travers une série labyrinthique de sociétés écrans, basées en Suisse et aux îles Caïmans. Tout parfaitement légal. Tout magistralement orchestré par l'équipe de comptabilité forensique de Genoveva Duran. Le dépôt annonçait qu'un consortium d'investissement jusqu'alors inconnu, Fondo Carmesi, Fonds Cramoisi, avait acquis une participation de 15% dans le groupe Montesinos. Les actions avaient été achetées discrètement par petits blocs impossibles à tracer au cours des 6 derniers mois. Mais ce n'était pas la bombe. La bombe était l'intention déclarée du Fonds Cramoisi. Initier un vote de censure contre le PDG Ricardo Montesinos, citant un comportement erratique et nuisible à la réputation, posant un risque matériel pour la valeur actionnariale. Simultanément, un rapport anonyme et dévastateur de détails fut divulgué à El Economista. Il décrivait un modèle de malversation corporative de Ricardo. Utilisation du jet de la compagnie pour des rencontres personnelles, attribution d'un contrat de marketing lucratif à une entreprise ayant des liens profonds avec Carla Rivas et détournement d'argent de la fondation vers des projets de vanité. Chaque affirmation était étayée par des reçus scannés, des manifestes de vol et des emails internes. La source était impossible à tracer, mais l'information était impeccable. C'était le dossier complet qu'Arturo Solis avait compilé pendant une année de travail minutieux.
De retour au gala, le téléphone de Ricardo commença à vibrer incessamment. Il l'ignora d'abord, essayant de se concentrer sur le charme d'un investisseur potentiel. Mais ensuite, le visage de son directeur financier apparut sur l'écran, avec un regard de pure panique dans les yeux. Ricardo s'excusa, son irritation palpable. Il se dirigea vers une alcôve discrète. La musique festive, un contrepoint moqueur à la tempête, qui était sur le point de se déchaîner. « Qu'est-ce qu'il y a, David ?» lâcha-t-il. « Ça a intérêt à être important. » « Ricardo, as-tu vu les nouvelles? » La voix de David était tendue. « El Economista vient de publier une histoire. C'est mauvais. Et il y a un dépôt réglementaire. Un groupe appelé Fonds Cramoisi fait un mouvement. Ils remettent en question ton caractère, exigent un vote. » Ricardo sentit un frisson lui parcourir les os, une sensation si étrange qu'il la reconnut à peine. Fonds Cramoisi? Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Qui diable sont-ils? Nous ne savons pas. C'est un fantôme. Mais ils ont les actions, Ricardo. Et le timing. Dieu, le timing avec ce que tu as fait sur le tapis rouge. Le conseil devient fou. Les marchés asiatiques ouvrent dans quelques heures. L'action va être massacrée. L'esprit de Ricardo s'emballa. C'était une attaque coordonnée, sophistiquée, brutale. Ce n'était pas aléatoire. Ses yeux parcoururent la salle bondée, cherchant, puis se posèrent sur elle. Valeria se tenait près de la grande vitrine du buste de Carlos III, parlant avec Héctor Cisneros. Elle le regarda, son expression indéchiffrable, puis leva sa coupe de champagne en un toast silencieux et moqueur. Cramoisi, la couleur de sa robe. Le sang se draina de son visage. C'était elle. Ça devait être elle. Mais comment? Elle n'avait pas ce genre de capital, ce genre de ruse. Il l'avait toujours vue comme un accessoire, un élément beau et intelligent dans sa vie. Mais en fin de compte, une dépendante. L'idée qu'elle puisse orchestrer un raid corporatif de cette ampleur était impensable. Il commença à marcher vers elle, bousculant les gens, son masque de charme arraché pour révéler la fureur brute qui se trouvait en dessous. Carla, le voyant charger à travers la salle, tenta de le suivre, criant son nom. Mais maintenant, elle n'était qu'une partie du sillage de sa destruction. Il accula Valeria contre la pierre froide de la vitrine du buste antique. « Toi, » siffla-t-il, sa voix basse et venimeuse. « C'est toi, le Fonds Cramoisi. Comment as-tu fait ça? » Valeria ne broncha pas. Elle prit une dernière gorgée délicate de son champagne et plaça la coupe vide sur le plateau d'un serveur qui passait. Elle le regarda droit dans les yeux, son regard aussi froid et dur que les émeraudes à sa gorge. « Tu te trompes, Ricardo, » dit sa voix dangereusement calme. « Je n'ai pas fait ça. Tu l'as fait. Tu ne faisais simplement pas attention. »« L'argent, Valeria, d'où as-tu sorti l'argent pour les actions? » exigea-t-il en lui saisissant le bras. Héctor Cisneros s'avança. « Montesinos, je te suggère d'enlever tes mains de sur elle. » Ricardo l'enregistra à peine. Son monde basculait. Le sol se dérobait sous lui. Valeria regarda sa main sur son bras avec dégoût, puis de nouveau son visage. Pendant 15 ans, chaque stratégie d'investissement, chaque prédiction de marché, chaque acquisition réussie du groupe Montesinos provenait de mes recherches, de mon analyse. Pendant que tu t'attribuais le mérite, je touchais une commission. Des honoraires de consultation très petits, stipulés légalement, qui étaient canalisés vers un trust privé. Une clause que tu as été trop arrogant pour lire dans la montagne de paperasse que j'ai préparée pour toi. Elle libéra son bras. Je n'ai pas acheté ton entreprise avec ton argent, chérie. Je l'ai acheté avec mon salaire. Et maintenant, ajouta-t-elle, un sourire glaçant ornant ses lèvres,
Grâce à ta petite performance de ce soir, la clause 12, sous section B, de notre accord prénuptial a été activée. La clause réputationnelle. Le plafond de mon règlement de divorce a maintenant disparu. Ta fortune personnelle est la suivante. C'était la lame invisible, non pas une arme de passion, mais un scalpel de logique pure et froide, manié avec la précision d'un chirurgien. Il avait été si occupé par sa trahison publique qu'il avait complètement manqué l'exécution privée qui se déroulait depuis des années, juste sous son nez. Il avait pensé être le vautour, mais il avait été la carcasse tout le long, et elle venait juste de commencer le festin. Les conséquences furent immédiates et catastrophiques. Lorsque le soleil se leva sur Madrid, le nom Ricardo Montesinos n'était plus synonyme de pouvoir, mais de scandale et d'effondrement spectaculaire. Les marchés asiatiques ouvrirent en premier, et ce fut une boucherie. Les actions du groupe Montesinos plongèrent de 40% dès la première heure de cotation. L'article accablant d'El Economista s'était répandu mondialement, et les investisseurs paniquaient. L'histoire de son aventure n'était plus qu'une note de bas de page colorée pour le véritable récit, un PDG dont l'imprudence et le mauvais jugement avaient rendu l'entreprise vulnérable à une acquisition hostile. Son baiser public n'avait pas seulement humilié sa femme, il avait coûté des milliards à ses actionnaires. Ricardo passa la nuit dans son bureau, une prison moderne de verre et d'acier avec vue sur la ville, qui ne ressemblait plus à son royaume. Il était un animal en cage, rugissant au téléphone après des avocats, des banquiers et des membres du conseil. Mais leur voix était distante, prudente. La loyauté qu'il avait commandée par la peur et la richesse s'évaporait. Il n'était plus un gagnant et, dans son monde, il n'y avait pas de place pour les perdants. Il essaya de contre-attaquer. Il émit un communiqué de presse niant les accusations, les qualifiant d'attaques sans fondement de la part d'un raider corporatif de l'ombre. Mais c'était inutile. Les preuves étaient trop spécifiques, trop accablantes. Le public, nourri par le délicieux drame du gala, l'avait déjà choisi comme le méchant. Les chaînes d'information retransmirent le clip du baiser, suivi par les images de l'arrivée magnifique de Valeria, créant un récit parfait et irrésistible d'un roi déchu et d'une reine en ascension. Carla Rivas devint une victime de guerre. Son agent la renvoya. Le contrat de marketing lucratif fut résilié. Elle fut harcelée par les paparazzi, mais on ne la traitait plus comme une star montante. On la traitait comme une briseuse de ménage. Une blague. Elle appela Ricardo à plusieurs reprises, mais ses appels allèrent directement sur la messagerie vocale. Il l'avait utilisée comme un accessoire dans sa propre chute, et maintenant, elle était jetée. Ces 15 minutes de gloire avaient été une immolation publique. Le coup de grâce arriva 3 jours après le gala. Une réunion d'urgence du conseil fut convoquée. Ricardo entra dans la salle du conseil, la longue table en acajou remplie d'hommes au visage sombre qui s'étaient autrefois moqués avec lui. En bout de table, sur son siège, était assis Héctor Cisneros, et à travers un grand écran vidéo, connecté depuis le bureau de son avocate, se trouvait Valeria. Elle portait un tailleur pantalon blanc, son expression neutre. « Que signifie ceci, Héctor » exigea Ricardo, la voix rauque. « C'est simple, Ricardo » dit Cisneros, son ton dépourvu de sympathie. « Le fonds cramoisi, en association avec ma banque et plusieurs autres investisseurs institutionnels clés, contrôle désormais un bloc de vote de 50 et 1%. Nous exerçons nos droits. Le Conseil a voté. Tu es dehors. » Avec effet immédiat. « Vous ne pouvez pas faire ça !» rugit Ricardo, le visage pourpre de rage. « C'est déjà fait. » La voix de Valeria coupa le chaos,
calme et clair depuis le moniteur. Tes actifs personnels sont gelés, dans l'attente de notre règlement de divorce. Le jet d'entreprise a été réclamé. Tes comptes d'entreprise sont scellés. Tu seras escorté hors du bâtiment par la sécurité. Tu n'es plus PDG, ni président du conseil. Tu es, à tous égards, un citoyen privé avec énormément de problèmes juridiques. Il resta à regarder son image sur l'écran, cette femme qu'il avait si profondément sous-estimée. Il ne vit aucun triomphe dans ses yeux, aucune jubilation, juste la finalité dépassionnée d'une transaction commerciale. Il était devenu un passif, et elle l'avait liquidé. « Pourquoi, Valeria ?» demanda-t-il, sa voix se brisant enfin, la rage cédant la place à un désespoir brut et déconcerté. « Après toutes ces années, pourquoi ?» Elle garda le silence un moment, et pour la première fois, une lueur de quelque chose de personnel traversa ses traits. Ce n'était pas de la haine, c'était une pitié distante, presque académique. « Tu as construit cette prison toi-même, Ricardo, » dit-elle doucement. « Tu n'as simplement jamais vu les barreaux. Tu exigeais la loyauté, mais n'en offrais aucune. Tu désirais l'admiration, mais ne respectais personne. Tu as vu mon amour comme une marchandise et mon intelligence comme un outil pour ton propre enrichissement. Ce n'est pas une vengeance, c'est une correction de marché. » Les gardes de sécurité entrèrent dans la salle. Ils étaient polis, mais fermes. Alors qu'ils escortaient un Ricardo Montesinos hébété et brisé hors de la salle du conseil qu'il avait construite, il passa devant le grand portrait de lui-même, accroché dans le couloir, commandé après sa première année à $1 milliard. Il le représentait comme un titan, un maître de l'univers. C'était l'homme qu'il pensait être. Mais, alors qu'il regardait l'image de sa femme sur l'écran, son visage calme et en contrôle, il comprit enfin la vérité. Il n'avait jamais été le titan. Il n'avait été que sa figure de proue ostentatoire et jetable. Le véritable pouvoir, la force silencieuse, patiente et absolument impitoyable, avait été à ses côtés tout le temps. Et il avait été trop aveugle pour le voir, jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. 6 mois plus tard, le nom Groupe Montesinos avait disparu, effacé du monolithe de verre et d'acier au centre de Madrid. À sa place, gravé en lettres élégantes et formidables, il y avait un nouveau nom, Carmesi. La transition avait été rapide et brutale. Valeria, agissant en tant qu'actionnaire principal du nouvel intérêt de contrôle, ne prit pas le titre de PDG pour elle-même. Cela aurait été trop prévisible, trop semblable à la propre vanité de Ricardo. Au lieu de cela, elle avait installé un vétéran respecté de l'industrie pour gérer les opérations quotidiennes, tandis qu'elle assumait le rôle de présidente exécutive du conseil. Son pouvoir était absolu, mais il était calme, stratégique, tel qu'il l'avait toujours été. La presse, qui avait été obsédée par les détails salaces du divorce, changea rapidement de sujet. Maintenant, ils étaient fascinés par la femme brillante et énigmatique qui avait surpassé l'un des hommes les plus redoutés de la bourse de Madrid. Forbes publia une bonne histoire de couverture intitulée « L'architecte, comment Valeria Santa Cruz a construit et réclamé son empire ». Elle avait repris son nom de jeune fille, un nom synonyme d'ancienne perspicacité financière, coupant le dernier lien avec sa vie passée. Son premier acte en tant que présidente fut de faire le ménage. Elle démantela le réseau de copinage de Ricardo, purgea la culture toxique et de haute pression qu'il avait fomentée, et mit en œuvre des politiques axées sur la croissance durable à long terme, au lieu de ses tactiques de terre brûlée. Elle réinvestit dans la recherche et le développement. Elle établit une véritable fondation philanthropique
qui faisait plus que simplement organiser des fêtes, et elle promut plusieurs femmes brillantes au sein de l'entreprise que Ricardo avait constamment ignorées. L'entreprise non seulement survécut, mais prospéra. L'action, désormais sous le symbole CM7, récupéra et grimpa à des sommets qu'elle n'avait jamais atteints sous le leadership chaotique de Ricardo. Ricardo Montesinos, quant à lui, s'était évanoui dans l'ignominie. Le divorce avait été dévastateur. Avec l'accord prénuptial annulé, l'équipe juridique de Valeria, dirigée par la formidable Genoveva Duran, avait systématiquement démantelé sa fortune personnelle, démontrant qu'une grande partie était inextricablement liée aux actifs corporatifs qu'il avait malversés. Il se retrouva avec une fraction de sa richesse, assez pour vivre confortablement, mais pas assez pour exercer à nouveau le pouvoir. Il vendit le penthouse et le domaine de Sotogrande. On le voyait occasionnellement en Europe, paraissant plus vieux, plus gris, un fantôme aux tables qu'il avait autrefois possédé. Quant à Carla Rivas, elle avait complètement disparu de la sphère publique. On murmurait qu'elle était retournée en Estrémadure, ses rêves de gloire réduits à une histoire d'avertissement chuchoté lors des cocktails. Un après-midi frais d'automne, Valeria se tenait dans son nouveau bureau, qui occupait le même étage supérieur que celui de Ricardo. Elle avait complètement redécoré. L'acajou et le cuir sombre et masculin avaient disparu, remplacés par des bois clairs, de l'art moderne, cette fois d'artistes féminines, et une sensation d'espace propre et dégagé. Le portrait massif et égoïste de Ricardo avait disparu, remplacé par une vaste toile abstraite de cramoisi et d'or tourbillonnant. Elle regarda par la fenêtre la ville étendue devant elle. C'était la même vue que Ricardo avait contemplée. Mais elle voyait quelque chose de différent. Il avait vu un royaume à conquérir, un reflet de son propre ego. Elle voyait un système complexe et interconnecté, un réseau de possibilités, un échiquier attendant son prochain mouvement. La voix de son assistante arriva par l'intercom. « Madame la Présidente, le conseil de la firme de technologie solaire de Singapour est en ligne. Ils sont prêts à discuter de votre offre d'acquisition. » Un petit sourire toucha les lèvres de Valeria. C'était son prochain mouvement, un virage vers l'énergie verte, un domaine que Ricardo avait toujours écarté comme des bêtises sentimentales. C'était un mouvement vers l'avenir, pas vers le passé. « Connectez-les, s'il vous plaît, » dit sa voix calme, sûre et complètement en contrôle. Elle s'assit à son bureau, non pas le trône surdimensionné que Ricardo avait utilisé, mais une pièce de design élégante et fonctionnelle. Elle décrocha le téléphone, sa bague serpent émeraude et diamant brillant à la lumière de l'après-midi. Elle n'avait pas détruit le monde de Ricardo par simple vengeance. Elle l'avait fait pour construire le sien. Le tapis rouge n'avait pas été une fin. Il avait été une naissance, la naissance ardente et publique d'une impératrice, forgée dans la trahison, couronnée dans le défi et maintenant prête à régner. 1 an est toute une vie dans une ville qui ne dort jamais. Pour Valeria Santa Cruz, les 12 derniers mois avaient été une période de reconstruction implacable et disciplinée. Le nom Ricardo Montesinos était désormais une note historique de bas de page, une étude de cas enseignée dans les écoles de commerce sur les dangers de l'orgueil. Carmesi, sous sa tutelle, était devenu un géant de l'innovation et du capitalisme éthique, une dure réprimande à la culture de raid corporatif du passé. Son image publique était impeccable. Un phénix, un titan de l'industrie, une icône féministe célébrée en couverture des magazines et vénérée dans les salles de conseil. Elle avait gagné. La victoire était totale, absolue et indéniable. Et pourtant,
Il y avait des moments, souvent dans la profonde quiétude de la nuit, où elle se tenait dans son nouveau penthouse. Une merveille d'architecture minimaliste, avec vue sur le Retiro, tout en lignes épurées et marbre froid. Et elle sentait le silence profond. C'était un silence différent de celui qu'elle avait partagé avec Ricardo. Celui-là avait été un silence dense de ressentiment tacite et de trahison imminente. Celui-ci était un nouveau type de calme, le silence du sommet. L'air était rare là-haut, et elle était complète, absolument seule. Elle avait du personnel, un conseil, une suite d'admirateurs, mais pas de confidents. Le pouvoir, avait-elle découvert, était l'isolant le plus efficace du monde. Ce fut un mardi après-midi, alors que la lumière de l'automne projetait de longues ombres à travers sa vaste nouvelle étude, que le passé envoya un messager. Son assistante exécutive, une jeune femme férocement compétente nommée Clara, l'appela par l'intercom, sa voix teinte d'une incertitude inhabituelle. « Madame la Présidente, » commença Clara, « je m'excuse pour l'interruption. Il y a une femme dans le hall. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle refuse de partir. Elle dit qu'elle attendra toute la journée si nécessaire. Elle donna le nom, Carmen Rojas. » Valeria se figea, ses doigts flottant au-dessus d'une tablette affichant des projections trimestrielles. Carmen Rojas, le vrai nom, le nom d'Estrémadure, un fantôme avec une robe bon marché, faisant teinter les chaînes d'une vie que Valeria avait méticuleusement démolie. Son premier instinct fut un refus froid et rapide. Que la sécurité la retire, c'était le mouvement efficace, logique, un bout libre d'une transaction commerciale antérieure, désormais sans importance. Mais elle ne le dit pas. Un éclat de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer immédiatement, peut-être de la curiosité ou l'aversion innée de la stratège pour une variable non résolue, la retint. Que pouvait vouloir cette femme? L'argent avait disparu. L'homme avait disparu. La vie qu'elle avait convoitée était un tas de cendres. « Faites-la monter, Clara, » dit Valeria, sans que sa voix ne trahisse la soudaine turbulence dans son esprit. « Assurez-vous que nous ne soyons pas dérangés pendant les 30 prochaines minutes. » Quelques instants plus tard, la lourde porte en chêne de son bureau s'ouvrit. La femme qui entra était presque méconnaissable. Les cheveux blonds effrontés étaient maintenant d'un châtain naturel, coupés en un carré simple et sans style. L'ambition prédatrice dans ses yeux avait été remplacée par un épuisement profond et las. Elle portait un manteau gris uni et un jean. La dernière fois que Valeria l'avait vue, elle dégoulinait de diamants empruntés et de désespoir au bras d'un multimilliardaire. Maintenant, elle ressemblait simplement à une femme qui avait fait une longue et dure chute de retour sur terre. « Madame Montesinos, Mademoiselle Santa Cruz », se corrigea Carla, sa voix calme, hésitante. « Merci de me recevoir. » Valeria resta assise derrière son énorme bureau, une plaque d'obsidienne polie qui servait autant d'espace de travail que de barrière. Elle montra l'une des chaises face à elle. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Carla s'assit au bord de la chaise, paraissant petite et déplacée au milieu des hauts plafonds et de l'art inestimable. Elle ne regarda pas Valeria, mais ses propres mains, les tordant sur ses genoux. « Je suis sûre que vous vous demandez pourquoi je suis ici, » commença Carla. « Je ne veux pas d'argent. Je sais qu'il n'y a rien à obtenir, ni de vous, ni de lui. J'avais juste besoin de vous demander quelque chose. » Valeria attendit, son visage un masque de neutralité polie. Elle n'offrirait pas un pouce d'émotion. C'était une réunion d'affaires. Carla leva enfin les yeux, et ses yeux étaient étonnamment clairs.
La terreur et le triomphe de cette nuit au gala avaient disparu. Ce qui restait était une sobriété crue et douloureuse. « Il m'a dit qu'il m'aimait, » dit-elle, les mots simples, sans fioriture. « Il m'a dit que vous étiez juste une partenaire d'affaires, un arrangement, que vous n'aviez pas partagé de lit depuis des années. Il a dit que son mariage était une cage sans amour et qu'il était désespéré d'en sortir. Il m'a tout promis, une carrière, un avenir, une famille. » Elle laissa échapper un rire court et amer. J'étais si stupide. Je le sais maintenant. J'étais un cliché de mauvais film, mais je l'ai cru. Je l'ai cru parce que je le voulais. Quand il m'a embrassé sur ce tapis, pendant une seconde, j'ai cru que j'avais gagné. J'ai cru que ma vraie vie commençait. La composture de Valeria était une forteresse, mais un éclair d'un vieux souvenir traversa les murs. Ricardo, il y a des années, lui disant les mêmes choses sur sa première femme quand il la courtisait. Le même scénario, les mêmes promesses. Il n'était pas un monstre d'invention. Il était une machine à répétition, trouvant un nouvel engrenage pour user chaque nouvelle personne qu'il consommait. « Où voulez-vous en venir, mademoiselle Rojas ?» La voix de Valeria était clinique. « Mon point, » dit Carla, se penchant légèrement en avant, son regard s'intensifiant. « C'est que j'étais une arme. Il m'utilisait pour vous blesser. Mais vous m'utilisiez aussi, n'est-ce pas? Mon dossier, votre enquêteur. Vous saviez qu'il m'amènerait au gala. Vous saviez que j'allais faire quelque chose de stupide et public. Vous vouliez que je le fasse. Ce baiser n'était pas seulement sa trahison envers vous. C'était le détonateur de votre piège. J'étais la balle dans votre pistolet. » L'accusation resta suspendue dans l'air, tranchante et précise. Valeria ne le nia pas. C'était, après tout, la vérité. « Vous avez pris la décision d'être avec un homme marié, » affirma Valeria, son ton clinique. « Les décisions ont des conséquences, je le sais. » La voix de Carla s'éleva, se brisant sous un an d'angoisse réprimée. « Et je vis avec elle. Mon nom est un poison. Mon visage est un mème pour les briseuses de ménage. J'ai dû retourner en Estrémadure et travailler dans une cantine pour aider mes parents à payer les frais juridiques des procès dans lesquels le stupide contrat de votre mari m'a mise. J'assume mes décisions. Mais vous vous asseyez ici, dans votre palais dans le ciel, et vous prétendez que tout cela n'était qu'une correction de marché propre. Mais ce ne l'était pas, n'est-ce pas? C'était personnel. Il vous a brisé le cœur, et vous avez brisé son monde, et le mien avec lui. » Pour la première fois, Valeria sentit une véritable fissure dans son armure. Elle avait pensé à Carla comme un obstacle, une variable, un outil. Elle n'avait jamais vraiment considéré le coût humain pour la femme qui avait été le visage public du scandale. Elle avait déshumanisé sa rivale aussi efficacement que Ricardo l'avait fait. Carla sembla sentir le changement. Elle se recula, sa brève explosion de colère épuisée, ne laissant que de la lassitude. Ses mots suivants ne furent pas une accusation, mais une question authentique et déchirante. « Je dois savoir, » dit-elle, sa voix tombant à un murmure. « Cela en valait-il la peine? Tout ça? » Elle désigna vaguement le bureau opulent, l'horizon de la ville, l'empire aux pieds de Valeria. « Est-ce que ça a réparé ce qu'il a brisé en vous? Êtes-vous heureuse maintenant? » La question transperça Valeria avec une force inattendue. « Es-tu heureuse? » C'était une question si simple. Pourtant, personne n'avait osé la lui poser depuis un an. On lui demandait ses projections, ses stratégies, ses acquisitions. On ne lui demandait pas l'état de son cœur. Elle regarda au-delà de Carla, vers la vaste fenêtre donnant sur le panorama de sa victoire. Elle avait le pouvoir, le respect, la liberté
et plus de richesses qu'elle ne pourrait jamais dépenser. Elle s'était vengée avec une brillance dont on parlerait pendant des générations. Elle avait tout ce pour quoi elle s'était battue. Mais heureuse, le bonheur était une chaleur, une connexion, un sentiment tranquille de paix. Sa vie était une merveille d'ingénierie, une machine parfaitement fonctionnelle et climatisée. Elle n'était pas chaude. Ses connexions étaient transactionnelles. Et la paix était un rivage lointain qu'elle n'avait pas encore atteint. La vigilance ne finissait jamais. Le souvenir de la trahison, bien que vengé, avait laissé un éclat permanent de glace dans son âme. Elle avait gagné la guerre, mais elle était devenue une créature de guerre, scannant pour toujours l'horizon à la recherche de la prochaine menace. Finalement, elle tourna son regard vers Carmen Rojas, vers l'autre femme qui l'avait brisée. Elle ne vit pas une rivale, mais un reflet dans un miroir déformé, une version plus jeune et plus naïve d'une femme qui, elle aussi, avait cru un jour aux promesses de Ricardo Montesinos. « Non », dit Valeria, ce seul mot lui coûtant plus que n'importe quel accord de plusieurs milliards de dollars. Sa voix était calme, dépouillée de son autorité habituelle, ne laissant qu'une honnêteté brute. Ce n'est pas un remède pour la blessure. La victoire réside dans la survie, mademoiselle Rojas, pas dans le butin. Elle se leva et marcha vers un petit bureau personnel dans le coin de la pièce. Elle écrivit quelque chose sur une feuille de son papier à en-tête personnelle, la plia et la glissa dans une enveloppe. Elle revint et la tendit à Carla. C'est le nom d'une femme qui dirige une organisation à but non lucratif à Séville qui aide les femmes à lancer de nouvelles entreprises. Il y a aussi un chèque de banque qui couvrira les frais juridiques de vos parents et votre relocalisation. Ce n'est pas une excuse. C'est, comme vous l'avez dit, une conséquence. Vous étiez un dommage collatéral dans une guerre que vous ne compreniez pas. Je corrige le bilan. Carla regarda l'enveloppe, ses yeux s'emplissant de larmes pour la première fois. Pourquoi? Parce que mon empire est construit sur des principes solides, dit Valeria, sa voix retrouvant une fraction de sa froide maîtrise. Et je ne tolère pas les questions en suspens ou les livres de comptes déséquilibrés. Votre association avec Ricardo Montesinos est terminée. Votre association avec moi est conclue maintenant. Ce que vous ferez ensuite vous appartient entièrement. Carla se leva, serrant l'enveloppe, et pendant un moment, les deux femmes se regardèrent simplement à travers la vaste étendue du bureau. Elles n'étaient ni amies, ni ennemies, ni rivales. Elles étaient deux survivantes du même naufrage, debout sur des rives opposées. Après le départ de Carla, Valeria marcha vers la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de traits de feu cramoisis et or, les couleurs de sa marque, de sa peinture de victoire. Mais pour la première fois, les couleurs ne ressemblaient pas à un triomphe, elles ressemblaient à un avertissement, un écho. Elle avait construit une forteresse pour se protéger d'être blessée à nouveau, mais elle en était maintenant la prisonnière solitaire. Elle avait dominé le monde de la finance, de la stratégie, du pouvoir, mais le territoire calme et inexploré de son propre cœur restait un désert. La bataille était gagnée, mais elle commençait à comprendre que la quête de la paix était une guerre menée entièrement seule et qu'elle venait à peine de commencer. Et ainsi, le règne de Ricardo Montesinos prit fin. Non pas avec une explosion, mais avec le clic calme et décisif de la porte d'une salle de conseil. Valeria Santa Cruz a démontré que le mouvement le plus puissant n'est pas toujours le plus bruyant. Parfois, c'est celui que personne ne voit venir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle n'a pas seulement survécu à une humiliation publique, elle l'a transformée en arme,
métamorphosant un moment de profonde trahison en le plus grand levier de sa vie. Ce n'était pas juste un divorce, c'était une acquisition hostile de son propre destin. Appel à l'action finale. Merci. Qu'en pensez-vous? Le plan de Valeria était-il un coup de génie ou un chef-d'œuvre de vengeance froide? Ricardo Montesinos aurait-il pu le voir venir? Si vous aimez les histoires subtiles de retour épiques, de stratégies brillantes et voir le pouvoir changer de main de la manière la plus dramatique possible, alors montrez votre appréciation en appuyant sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quiconque sait que la véritable force travaille souvent en silence. Et le plus important, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires où le jeu se joue avec les enjeux les plus élevés. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous quel a été le mouvement le plus puissant que Valeria a fait.